Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Radio Mag, deuxième émission et évidemment en compagnie avec moi, le professeur Roger Blanchette. Moi-même. Faut dire le, c'est important. Ça va bien Roger? Oui, ça va. Alors, beaucoup de sujets cette semaine. Oui. J'aimerais ça qu'on commence par le GETAMI, cet organisme-là qui aide les personnes sans abri. J'aimerais savoir un peu ce que tu penses de ce qui est arrivé au GETAMI. Oui, ben ça fait déjà quelques semaines qu'on en parle. Le point de départ, c'est ça, c'est une pétition qu'un certain nombre de bénéficiaires du GETAMI auraient envoyé au ministre de la Santé et à l'Agence des services de santé de l'Outaouais aussi pour se plaindre de certains éléments. Ça, c'est le point de départ. Première chose que je voudrais dire avant de parler du fond du problème, c'est que ce que je trouve ça intéressant que ce soit les prestataires eux-mêmes qui agissent, autrement dit. Parce que souvent, là, quand on parle des itinérants, justement, on parle d'eux. C'est ça. C'est ça, soit des intervenants, soit des professeurs. Et là, c'est eux qui ont parlé. Et là, c'est eux qui ont parlé. Ça, je trouve ça intéressant au point de vue citoyen, si on veut, donc qui se prennent en main. Sur le fond de la question, là, c'est autre chose. C'est difficile de parler, on n'est pas à l'intérieur. Parce que ce dont quoi ils se plaignaient, surtout, c'était la salubrité. Il y avait la question là, du nombre de nuitées limite qu'ils pouvaient utiliser. Et il y avait aussi le fait d'avoir un représentant sur le conseil d'administration. En tout cas, c'est les 3 points qu'on a soulevés. J'ai entendu aussi les réponses de Luc Villemer, le directeur général. Bon, c'est difficile de se prononcer sur le fait qu'on n'est pas sur place. Bon, c'est très difficile de se prononcer. Mais il y a quand même des constatations qu'on peut faire. C'est que le GETAMI, comme tous les autres groupes communautaires de la région, ben, ils subissent des coupures. Oui, ils subissent des coupures. Les besoins augmentent et les fonds diminuent. Il faut voir aussi le problème des itinérants de façon plus globale. Parce que le problème des itinérants, c'est pas juste le GETAMI. Ça implique aussi des organismes comme la Soupe populaire, les œuvres Isidore Estigui. D'ailleurs, on a vu que les œuvres Isidore Estigui ont décidé d'agir d'une certaine façon en essayant de combler une des lacunes qui est ce qu'on appelle les logis transitoires. Parce qu'on ne sort pas de la rue comme ça là, du jour au lendemain. C'est ça, j'aimerais ça te lire un bout de l'allocution de Gilles Cloutier, qui est président du conseil d'administration du GETAMI. Il dit « Dans l'Outaouais, il manque un chaînon crucial entre le refuge temporaire que nous sommes et le logement social. C'est l'hébergement transitoire. » Exactement. Parce que les gens ne peuvent pas s'attendre à pouvoir être tout le temps au GETAMI, jour et nuit, avoir les repas fournis. Non, c'est une mesure d'urgence. Une mesure d'urgence. Donc, c'est pas un logement permanent, là. OK, donc ça, je comprends très bien. Et c'est ça, c'est ce vide-là, justement, que les œuvres Isidore Estigui vont combler en partie, en offrant, je pense, c'est 14 logements transitoires comme ça. Donc, c'est déjà une partie de la solution. Mais il reste que... Puis un autre problème aussi qu'on a tendance à oublier, c'est les coupures du fédéral. Parce qu'il y avait en Outaouais un organisme qui s'appelait le Centre régional sur l'itinérance en Outaouais, le CRIO, c'est ça le CRIO, qui faisait un peu justement la coordination de ce film-là, et qui était subventionné, et les subventions ont été coupées. Puis moi, justement, avec cette nouvelle-là, j'étais pas prêt à condamner le GETAMI parce qu'ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens du bord. C'est ma position aussi. Je condamne absolument pas le GETAMI. Comme je disais tantôt, je trouve ça bien que les prestataires se soient pris en main et qu'ils aient agi, mais ça ne veut pas dire que je condamne le GETAMI. Je comprends très bien parce que j'ai pas travaillé, mais disons, j'ai collaboré plusieurs fois, à plusieurs occasions avec cet organisme-là. Je connais très bien le directeur, là, Luc Villemer, et je suis pas du tout prêt à condamner. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ils font des miracles, dans le fond, avec ce qu'ils ont, avec les moyens qu'ils ont, et les moyens diminuent alors que les besoins augmentent. Moi, Roger, je suis allé faire un tour là hier au GETAMI directement. J'ai rencontré un groupe de jeunes, je voulais absolument le souligner, parce qu'ils font ça bénévolement. Ils viennent des États-Unis, ils cherchent des causes, des belles causes dans la région, et on va pouvoir le voir sur les images. Ils faisaient du ménage dans l'endroit, donc c'était super beau à voir. Je les ai félicités. Et une petite parenthèse aussi, le GETAMI me dit qu'ils ont besoin en ce moment de viande, parce que ils viennent de dépenser 1000 $ cette semaine pour acheter de la viande. Ça part très très vite. Donc s'il y a des gens qui veulent faire des dons au GETAMI, ils ont besoin de viande, ils ont besoin de sous-vêtements, et ils ont besoin également de paires de bas. C'est leur besoin le plus important là, en ce moment.
Oui, parce que ça, il faut le mentionner aussi, parce que le Jutami, ils font pas juste offrir le coucher, ils offrent des repas aussi. Donc oui, ils ont besoin justement de nourriture, ils ont besoin de vêtements, comme par exemple à chaque année, quand il y a la nuit des sans-abri au mois d'octobre, généralement. Je pense que tu participes à ça. Je participe assez régulièrement, et ils recueillent à ce moment-là justement des vêtements d'hiver pour eux autres. Donc les besoins sont multiples. Donc oui, ils ont besoin de dons, ils ont besoin de bénévoles aussi. Moi, j'ai souvent envoyé de mes étudiants comme aller faire du bénévolat au Jutami. Donc les besoins sont multiples. Donc c'est bien beau critiquer, là, mais faut pas se cacher la tête dans le sable non plus. Ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin d'aide. De toutes sortes d'aide. Puis c'est comme dans tout pour finir, pas d'argent, c'est difficile d'avancer. Exactement. Puis l'itinérance, c'est un problème majeur. On a tendance à l'oublier, c'est un problème majeur. Mon cher Roger, cette semaine, rentrée parlementaire à Ottawa, et le gouvernement va se concentrer sur l'emploi et la sécurité économique. Quelle surprise! Faut pas oublier que c'est la dernière session parlementaire là, avant les élections. Les élections, qui sont prévues en octobre. Qui sont prévues en octobre, donc c'est la dernière session, là. Il n'y en aura pas d'autres. Et bien sûr, le Parti conservateur revient toujours avec ces mêmes questions. Moi, le point qui m'intrigue, pas qui m'intrigue, mais qui me fait peur un peu, c'est l'obsession, là, le mot n'est pas trop fort, l'obsession sécuritaire. Là. On sait que ce gouvernement-là, depuis qu'il est au pouvoir, est obsédé par il joue sur la peur des gens, autrement dit. Il joue sur la peur des gens. Puis là, il se sert, bien sûr, de prétextes, comme ce qui est arrivé à Paris, comme ce qui est arrivé au Parlement au mois d'octobre. Justement, c'est ça, il est arrivé des choses. Est-ce que tu trouves pas ça normal qu'on soit plus aux aguets? Oui et non. Les lois actuelles sont amplement... Puis là, je suis un peu tanné aussi d'entendre, comme si on risque d'avoir des bombes et des attentats partout. Là. On s'entend, là. OK? On s'entend. L'affaire du mois d'octobre, c'est un malade mental. OK? Qui a profité, dans le fond, du climat d'hystérie, justement, qu'il y avait. Bon, mais c'est pas un attentat terroriste, faut pas charrier, là. OK? Puis des massacres comme il y a eu à Charlie Hebdo à Paris, on n'aura pas ça à Ottawa demain matin non plus, là, OK? Faut s'entendre. Mais aussi, Mais ça se pourrait. C'est sûr que c'est possible. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que le Canada a pris la décision, a fait le choix d'aller en guerre. OK? Quand on est en guerre contre quelqu'un, qu'on agresse quelqu'un, ben c'est fort possible, oui, qu'il y ait une réaction. OK? Mais ça, c'est le gouvernement canadien qui a fait le choix. Je critique pas, il y a raison, il n'y a pas raison, on pourra faire 3 émissions là-dessus, là. Mais le gouvernement conservateur a fait le choix d'aller en guerre. Ça, c'est une chose. Mais en même temps, ce gouvernement-là, puis il fait ça depuis qu'il est au pouvoir, depuis les tout débuts, depuis presque 10 ans, il utilise le moindre prétexte pour créer une espèce d'hystérie collective. Parce que, écoute, c'est facile de jouer sur la peur des gens. C'est normal, là, les gens ont peur, tu parles de sécurité, bon, tout ça. Puis là, on gonfle ça, puis on en met, puis on en met, puis on en met. Puis après ça, bien, ça justifie ce qu'on est en train de faire, là, une restriction des libertés. Je veux pas faire l'avocat du diable, mais s'il faisait rien, on critiquerait aussi. Oui, mais là, qu'est-ce qu'il propose, là? Qu'est-ce qu'il propose? C'est une attaque majeure à la vie privée. Puis là, les gens vont dire, ben ouais, je m'en fous, j'ai rien à me reprocher. Ça, c'est un raisonnement absolument absurde, là. OK? À partir du moment où la porte est entrouverte, bien, ça veut dire que, par exemple, on va pouvoir faire des arrestations préventives. Bien, des arrestations préventives, là, je m'excuse, là, mais ça ouvre la porte à n'importe quel abus, là. Okay. Les conservateurs veulent aussi faire en sorte que les gens qui sont emprisonnés pour des crimes très graves soient en prison à vie au lieu d'un terme de 25 ans. Si je me trompe pas. Oui, c'est ça. C'est qu'au Canada, la peine maximum, c'est 25 ans. C'est ça. 25 ans. Ben 25 ans, c'est-à-dire, non, c'est la prison à vie, mais avec possibilité d'une libération conditionnelle après 25 ans. OK. La libération n'est pas automatique. Mais après 25 ans, si tu es condamné à vie, après 25 ans, tu peux faire une demande de libération conditionnelle qui peut être acceptée ou refusée. Mais là, eux autres, ils veulent carrément abolir ça. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de possibilité de libération conditionnelle après 25 ans. C'est que si tu es condamné à vie, ben, tu vas passer ta vie en prison, point. Ça, j'ai entendu plein de choses là-dessus, et tous les spécialistes, sans aucune exception, tous les spécialistes sont unanimes pour dire que c'est complètement stupide. Complètement stupide. Parce que, donc, si tu rentres en prison, ça veut dire que tu n'as plus aucun espoir de sortir. Quand tu n'as pas d'espoir à sortir, tu n'as rien à perdre.
Exact. T'sais, si tu as une possibilité de libération conditionnelle après 25 ans, ben, tu vas te tenir tranquille, tu vas faire des efforts de réhabilitation pour pouvoir avoir ta libération conditionnelle, parce qu'elle n'est pas automatique. Mais si tu sais que de toute façon, quoi que tu fasses, tu ne pourras pas sortir, ben, tu n'as rien à perdre. Puis quelqu'un qui n'a rien à perdre, il est nécessairement dangereux. Donc, ça risque de jouer très fort, de jaser beaucoup, de se chicaner beaucoup au cours des prochaines semaines. Penses-tu que les élections pourraient être déclenchées plus tôt qu'au mois d'octobre? C'est une possibilité, c'est sûr, parce que la loi dit que les élections à date fixe, c'est que c'est au plus tard à telle date. Okay? Bon, il pourrait le faire avant. C'est facile de trouver un prétexte. Là. Par exemple, il peut parler de la baisse des prix du pétrole, par exemple, qui crée un problème économique. Il n'a pas déposé son budget encore, alors que normalement, il devrait être déposé. Et il voudrait amener ça en avril. En avril. Donc, il y aurait possibilité. Il y aurait possibilité, mais je ne gagerais pas là-dessus. Parce que, il ne faut pas oublier aussi, c'est d'une façon purement électoraliste, c'est que l'automne dernier, Harper a promis 60$ supplémentaires par enfant. Et le chèque va rentrer juste au mois de juillet. Fait que d'un point de vue électoraliste, il est mieux d'attendre que les gens aient reçu leur chèque avant de déclencher les élections. Parce qu'ils vont être contents, exactement. C'est machiavélique, mais c'est comme ça que ça marche en politique. Un autre sujet avant la première pause, Roger. La santé dentaire. Oui. C'est pas évident si tu n'as pas d'assurance de pouvoir te faire soigner les dents, d'aller voir le dentiste. Ah, c'est un fait. Les soins dentaires, là, ça paraît bizarre de dire ça, mais c'est un luxe. Okay? C'est un luxe. Parce que c'est inabordable. Et en plus, je dirais que moi, j'avais lu un rapport à un moment donné, je ne l'ai pas retrouvé, mais je me souviens d'avoir lu ça il n'y a pas si longtemps, où on disait que notamment, c'est en Outaouais, que les frais dentaires étaient les plus élevés. Élevés. Parce que contrairement à d'autres professions, il n'y a pas de tarifs là, provinciaux. Là, okay? Pas de tarifs provinciaux. C'est le libre marché d'une certaine façon. Là, okay? Donc, c'est ça, c'est en Outaouais, c'était le plus cher. Et sais-tu pourquoi c'est le plus cher en Outaouais? Parce qu'on est une belle région, non? Je sais pas. À cause de la fonction publique fédérale. Ah oui, OK. Parce que les fonctionnaires fédéraux, ils ont une assurance mur à mur là, pour les frais dentaires. Donc, les dentistes, ils ont beau jeu. Okay? C'est les assurances qui payent. Okay? C'est les assurances qui payent. Fait que leurs frais sont plus élevés. Sauf que le problème, c'est que quelqu'un comme toi et moi, qui ne sommes pas des fonctionnaires fédéraux, ben ils nous chargent le même prix. C'est ça, on paye. Fait que c'est ça, exactement. Moi, j'ai connu quelqu'un, c'était épouvantable. L'été dernier, il y avait de grosses douleurs au niveau des dents, des gencives. Il n'a pas pu se payer du tout un dentiste. Il a fallu qu'il aille à Montréal parce qu'il y a une clinique pour aider les gens de l'université. Donc, ceux qui veulent devenir dentistes donnent un coup de main. C'est un petit peu... C'est fou quand on voit ça. Est-ce qu'il y aurait une façon de faire un peu comme un système comme la carte d'assurance maladie à un moment donné, puis que les gens puissent avoir accès aux dentistes, parce que ça peut virer mal. Là. Il y a des infections, il y a des mal chroniques. Ah non, ça je suis d'accord avec toi, parce que les dents, ça touche pas juste les dents. Si tu as des problèmes avec les dents, ça peut provoquer d'autres maladies aussi, d'autres problèmes. Ça, tout le monde le sait. Théoriquement, oui, tu as raison, il pourrait très bien avoir l'équivalent de l'assurance maladie pour les dents, mais ça, c'est une décision politique. Et dans le contexte actuel, je pense pas que le gouvernement crée des nouveaux programmes avec toutes les coupures qu'ils font. La tendance va plus vers les coupures que vers l'ajout de nouveaux programmes. Là. C'est pour ça qu'on a une dent contre eux autres. Exactement. Roger, si tu veux bien, on va faire une petite pause. On va discuter ensemble d'autres sujets. Non, pas tellement, non. De retour à l'émission Radio Mag, toujours en compagnie de Roger Blanchette, ici Martin Perrault. Roger, on va parler d'une bonne nouvelle. Il faut parler des bonnes nouvelles quand il y en a. Ben oui, c'est le fun d'avoir des bonnes nouvelles de temps en temps. Et c'est pour les retraités de papier maçon de White Birch qui, cette semaine, ont eu une vraiment bonne nouvelle. Oui, ça, c'est une bonne nouvelle parce que c'est une saga qui durait quand même depuis plusieurs années. Là. Parce que ce qui arrive souvent, ce qui arrive à White Birch, c'est une situation qui arrive souvent quand une compagnie, une entreprise change de propriétaire. C'est que les employés perdent les avantages qu'ils avaient. La compagnie part avec le fonds de pension, tout ça. Et là, c'est tout un débat qui durait depuis plusieurs années. Les retraités touchaient à peine 50%
de leur retraite. Il faut comprendre que c'est sérieux. Là, quand tu prends ta retraite, tu as planifié ta vie en fonction d'un montant que tu croyais avoir. Et là, du jour au lendemain, on te coupe ça de moitié. Donc, ça a duré depuis des années. Et là, il y a une entente, il semblerait, puis on a appris cette semaine qu'il y a une entente qui aurait été faite, qui fait que les retraités toucheraient la quasi-totalité de leur retraite. 90% au lieu de 50%. Au lieu de 50%. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Mais en même temps, ça souligne une question qui, comme je disais tantôt, c'est pas un cas unique. Là. Eux autres, ça se termine bien. Là. Bravo, je suis content pour eux autres. Mais la plupart du temps, ça se termine pas aussi bien que ça. Il y a eu plusieurs exemples. Electrolux, Seigneur, à l'échelle du Québec, là. Les compagnies, soit la compagnie ferme, déménage aux États-Unis, ou elle fait faillite, ou bien elle vend une autre entreprise. Et là, les employés perdent tout, perdent absolument tout. Et ce qui me choque, moi, c'est qu'on a vu tout le débat qu'il y a eu sur la loi 3, là. Tu sais, le gouvernement provincial qui a carrément déchiré des ententes qui avaient été signées de bonne foi entre les syndicats et les villes pour favoriser finalement Montréal et Québec, parce qu'on ne se cachera pas que la loi 3, c'est un cadeau à la bombe et Coderre, on s'entend, là? Oui. OK? Donc le gouvernement a passé une loi très dure, pénaliser les employés, tout ça, mais quand une compagnie vole, parce que c'est du vol, quand une compagnie vole littéralement ses employés en se sauvant avec le fonds de pension, avec le fonds de retraite, là, le gouvernement ne fait rien. Le gouvernement ne fait rien. Puis imagine aussi ces gens-là qui travaillent là, qui ont passé leur vie là, qui ont travaillé fort, qui se retrouvent du jour au lendemain avec un petit chèque de 50% de ce qu'ils s'attendaient à avoir. C'est affreux sur le moral de ces gens-là. Et ils en ont dû, qui ont dû être obligés de travailler ailleurs là aussi. Travailler ailleurs ou vendre leur maison ou vivre dans la pauvreté. Puis de toute façon, c'est immoral. Tu sais, quelqu'un qui a travaillé 30, 25, 30, 35 ans pour une compagnie, okay, qui a travaillé fort, qui croyait avoir droit à une bonne retraite après 30 ans de travail, qui se retrouve pratiquement dans la rue, c'est inhumain, c'est inhumain. Et les gouvernements restent totalement... Interviennent pas du tout. Puis c'est quelque chose qu'on pourrait revoir de plus en plus dans le futur. Ben, ça se fait ailleurs. Tu sais, il faut arrêter. Tu sais, le gouvernement, surtout le gouvernement libéral, là, il aime toujours ça nous comparer à l'Ontario, là. OK? Ben, justement, il devrait peut-être nous comparer à d'autres pays aussi, là. Parce qu'ailleurs, par exemple, en Europe, les compagnies peuvent pas faire ça. Peuvent pas faire ça. Les gouvernements, en France notamment, il y a des lois très strictes. Il appelle ça la loi sur la délocalisation, là. Mais une compagnie ne peut pas faire ça comme ça, se sauver avec le fonds de pension de ses employés. Il faudrait que ça soit la même chose ici. Ben, il faudrait que ça soit la même chose. Mais je pense pas que ce soit le gouvernement actuel qui fasse ça. Mais ni au fédéral, ni au provincial. Au moins, ces gens-là, papier maçon, vont avoir maintenant 90%. C'est rétroactif. C'est rétroactif, oui. Et ce qui est dommage, par exemple, c'est que des gens ont eu le temps de décéder avant de recevoir leur 90%. Effectivement. Puis on pourrait même aller jusqu'à dire qu'il y en a peut-être qui sont décédés en partie à cause de ça. C'est vrai. En partie à cause de ça. Mais en tout cas, au moins, là, c'est une bonne nouvelle. Dans ce cas-là, c'est une bonne nouvelle, mais je tenais à souligner que c'est un problème qu'on retrouve beaucoup et souvent au Québec. On va parler maintenant d'immigration. Tu nous avais amené ce sujet-là. Oui, j'en ai ça justement parce que ça tombe sur moi cette semaine. Cette semaine, à Québec, il y a une commission qui commençait mercredi le 28, là, une commission qui pour la nouvelle loi sur l'immigration, parce qu'ils veulent moderniser, entre guillemets, la loi sur l'immigration. Et il y a plusieurs organismes de l'Outaouais qui ont été invités, parce que ça fonctionnait sur invitation. Okay? Donc c'est des organismes, des individus qui sont invités, n'étaient pas nés. Et ici en Outaouais, il y a au moins 2 organismes que je connais qui ont été invités, Accueil Parrainage Outaouais, avec Bateau Radjovic, le directeur, et il y a aussi le CITO. Le centre d'immigration. Centre d'intégration, travail en Outaouais. Oui, c'est ça, M. Méran. Oui. M. Méran. Et les deux présentaient leur mémoire aujourd'hui. Préparent leur mémoire aujourd'hui, c'est-à-dire le 28. Oui. Mercredi le 28. Je t'en parlais parce que, l'Outaouais est une des régions qui reçoit au Québec, c'est une des régions après Montréal là, qui reçoit le plus d'immigrants. En fait, je pense que c'est la région après Montréal qui reçoit le plus d'immigrants. Et je trouve ça très important. Sauf que ce que je voulais mentionner, c'est que je trouve ça un petit peu hypocrite de la part du gouvernement de faire ça, dans le sens que la ministre de l'Immigration, Mme Veil, souligne qu'ils veulent mettre l'accent sur les immigrants, sur le travail, aller chercher des immigrants pour combler des postes ici. Là où je trouve ça hypocrite, c'est que le problème, c'est qu'actuellement,
le gouvernement fait de la fausse représentation et ça fait des années que ça dure. C'est que partout dans le monde, on attire les immigrants et on est très, très exigeant. Hein? Très, très exigeant sur les diplômes, l'expérience, etc. Fait que les immigrants qui demandent à immigrer au Québec, ils s'attendent à avoir un emploi. Si on est si exigeant ça sur la formation, puis on leur fait miroiter qu'ils disent qu'ils vont avoir un bel emploi. Ils vont avoir un bel emploi. Et la réalité, c'est pas ça du tout. Parce que le problème, et là je parle surtout moi je dirais ça, les professionnels. Oui. L'exemple le plus connu, là, c'est les médecins, bien sûr. Okay, oui, parce que si tu arrives de l'étranger, ton étude n'est pas reconnue, exactement. Donc il faudrait que tu continues tes études si tu veux avoir un emploi. Tu as des gens extrêmement qualifiés qui arrivent ici, mais on ne reconnaît pas leur diplôme. On ne reconnaît pas leur diplôme. L'exemple le plus évident, c'est justement les médecins. Et là, parce que ça, c'est les corporations. Hein? C'est les corporations. La corporation des médecins, là, c'est quasiment une secte religieuse. Là. Wow. Ils bloquent tout. Là, OK? Si tu n'as pas étudié au Québec, tu es incompétent. L'exemple le plus évident, là, par exemple, c'est des gens qui viennent du Maghreb, surtout l'Algérie, qui est reconnu pour avoir un des meilleurs systèmes d'éducation au monde. Okay? Notamment en médecine, là, les médecins algériens, leur compétence est reconnue là, partout. Mais ils n'ont pas le droit. Mais ici, ils ne peuvent pas pratiquer. Ouais, j'ai connu la même chose, on parlait des dentistes, par exemple. J'ai connu un dentiste colombien qui était directeur d'association chez eux, un homme extrêmement compétent. Mais ici, il est obligé de travailler comme préposé aux bénéficiaires. Parce que son diplôme n'est pas reconnu. C'est comme s'il y avait seulement... moi, à ma connaissance, en tout cas, un corps humain en Algérie ou en Colombie, ça doit ressembler pas mal à un corps humain au Québec. Ça doit se ressembler pas mal. Ça doit se ressembler pas mal. Mais c'est comme si tu n'as pas étudié ici, tu es incompétent. Et ça, c'est vraiment les corporations des médecins. Mais là, c'est le devoir du gouvernement de mettre au pas les corporations. Là, je parle des médecins. Je pourrais dire la même chose pour les avocats, pour les ingénieurs. J'en ai rencontré là, des ingénieurs extrêmement compétents qui arrivaient ici et qui étaient convaincus de se trouver un emploi. Mais la corporation les bloque. Mais on s'entend-tu qu'avec 12 heures d'attente pour voir des médecins à l'urgence, qui s'appelle une urgence, et on nous appelle des patients parce qu'on est patient, ben oui. Et on n'a pas besoin, nous autres, de médecins tout ben non, absolument pas. Ben non, absolument pas. Donc, quand je voulais en parler, en tout cas, la Commission sur l'immigration, je trouve ça bien, là. Mais en même temps, il y a un discours d'hypocrite là-dedans. Là. Il y a un discours d'hypocrite là-dedans. Et ça, la population aussi a un rôle à jouer là-dedans. C'est à nous autres aussi à faire des pressions, parce qu'on nous dit qu'on manque de médecins, on nous dit qu'on manque d'infirmières. Mais ça, j'entends ça souvent, on fait des pressions, mais on fait des pressions où? Ben, peut-être sur nos députés, d'autant plus que dans la région ici, ça tombe bien, nos députés sont tous du côté du gouvernement. Ah oui, c'est vrai. Roger, changement de sujet maintenant. Oui. Les fameux compteurs intelligents de l'Hydro-Québec. Moi, je suis tombé sur un article qui a paru dans la revue cette semaine. Il y a un groupe gatinois qui s'appelle Gatineau Refuse, que vous pouvez aller voir sur l'Internet. On va vous laisser les coordonnées à l'écran. On dit qu'on peut tomber malade avec ces compteurs-là. On peut avoir de la fatigue chronique, de l'anxiété, des palpitations cardiaques, de l'insomnie. Et d'un autre côté, tu as Hydro-Québec qui dit que, parce que je suis allé sur leur site, et puis il y a un schéma qui était là et que ça émet moins de fréquences qu'un cellulaire, un micro-ondes. C'est quoi le problème avec les compteurs intelligents? Ben, je t'avoue que tu m'apprends qu'il y a un groupe en Outaouais. Je savais qu'il y avait un gros débat là, sur un compteur intelligent, mais je savais pas qu'il y avait un groupe qui s'était formé à Gatineau. Ben, c'est ça, le débat, il est ça. C'est qu'il y a des gens, puis il y a des cas, là, comment je dirais ça, qui ont été vérifiés, là, documentés, où effectivement, les gens ne peuvent même plus habiter chez eux. Là, mais est-ce que c'est pour ça? Oui, et ça a été prouvé. C'est prouvé. C'est prouvé, et c'est reconnu. Comme maladie, là, dans plusieurs États américains, dans d'autres provinces au Canada aussi, mais au Canada, au Québec, ils se refusent complètement. Écoute, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas médecin, je ne peux pas t'évaluer, mais il semblerait oui. Les études démontrent que oui, ça pose un problème. Certaines personnes, parce que c'est comme n'importe quoi, il y a des gens qui sont allergiques, par exemple, à quelque chose. Toi, tu peux être allergique aux arachides, moi, je ne le suis pas. Okay? C'est un peu la même chose. Il y a des gens qui seraient, pour une raison ou pour une autre, là, une raison médicale, ils seraient plus sensibles aux ondes émises par les compteurs intelligents. Mais indépendamment de ça, ben c'est grave, là, mais indépendamment de ça, moi je trouve l'attitude de d'Hydro-Québec absolument inacceptable là-dedans. Ils nous imposent ça, OK? Ils nous imposent ça, on n'a pas le choix. En plus de ça, il y a eu plusieurs articles aussi qui sont sortis récemment. Il semblerait que les comptes d'électricité ont tendance à remonter avec les compteurs intelligents. Oh, bizarre. Oh, bizarre, c'est ça. Ouais. Exactement. Puis en plus, Hydro-Québec nous impose des hausses de prix presque à chaque année.
Encore, il y en a une qui s'en vient probablement au mois d'avril, là. OK, des augmentations. Hydro-Québec se comporte comme un État dans l'État. OK. Et puis, qu'est-ce qui va arriver aussi aux releveurs d'Hydro-Québec? Ben exactement, ben oui, ça va perdre leur emploi, exactement, il va être réaffecté. Il va y avoir plusieurs pertes d'emploi, beaucoup de pertes d'emploi. Puis je répète, Hydro-Québec, là, ça nous appartient. C'est une compagnie d'État. Okay? C'est pas une compagnie privée, là. Okay? Donc à ce moment-là, le gouvernement pourrait agir. Mais pour simplement la question des compteurs intelligents, effectivement, le simple principe de précaution, ce qu'on appelle en termes médicaux le principe de précaution, devrait faire en sorte que soit qu'on n'impose pas ou qu'on pousse les études plus loin. Parce qu'il y a suffisamment de documentation pour qu'au moins on fasse une enquête plus approfondie. Puis il y en a du côté de l'Ontario qui ont pris en feu ces compteurs-là. C'est pas en Ontario, je pense au Manitoba ou en Alberta. Ouais. Manitoba ou en Alberta, effectivement, oui. C'est rassurant. C'est très rassurant, oui. Surtout que les miens sont juste dans la maison ici. As-tu eu tes nouveaux? Oui, j'ai pas eu le choix. Il y a quelqu'un qui est venu cogner à la porte, puis on s'en vient installer les compteurs intelligents. Je veux finir rapidement avec une bonne nouvelle. Tu sais, la semaine passée, on discutait de l'hôpital, du centre de santé qui est sous tutelle, mais il y a quand même des bonnes nouvelles en santé. La clinique d'orthopédie du centre hospitalier du secteur Hall. Avant, dans le passé, il y avait 2 orthopédistes, 2 ou 3. Maintenant, il y en a 10. Un beau travail du côté de la fondation du centre hospitalier de Hall. Il y a un centre de recherche là-dedans. C'est un espace 2 fois plus grand que ce qu'il y avait auparavant. Je tenais à le souligner, ça. Ben oui, parce que c'est une bonne nouvelle, surtout dans le domaine de la santé. En Outaouais, c'est rare, on a des bonnes nouvelles. Mais effectivement, oui, c'est une très bonne nouvelle, parce que c'est ça que ça prend. Il faut avoir devant des centres spécialisés. C'est comme ça aussi, c'est un cercle vicieux, parce que c'est le cas pour plusieurs spécialisations. Une des raisons pour laquelle les médecins ne veulent pas venir s'installer en Outaouais, les médecins spécialistes surtout, c'est qu'ils n'ont pas les laboratoires, les technologies, les centres qui leur permettent. Donc c'est un cercle vicieux. Si on développe des centres comme ça va attirer nécessairement des spécialistes. Non seulement ça améliore l'accessibilité aux soins, mais ça permet aussi d'attirer des médecins. C'est une espèce de cercle vicieux là-dedans. Un petit mot à dire en terminant? Oui, juste mentionner que bon, c'est notre 2e émission. Et cette émission-là, on est 2 finalement à la faire, on gère tout. On gère tout, on fait tout de A à Z. On est efficace. On est efficace. J'ai tout simplement invité les commerçants ou les personnes pour dire qu'on est très ouvert à avoir des commanditaires. Oui, des commanditaires. Donc, on pourrait faire la publicité dans notre émission. Et c'est pas cher, puis ça vaut la peine. Roger, je te souhaite une belle fin de semaine. Merci beaucoup, on se retrouve vendredi prochain, 18h30. D'accord.